Nous sommes en 2019. Vous habitez à Paris, dans le 16e arrondissement qui n'est tout de même pas le pire des quartiers de Paris. Vous occupez un appartement avec votre petite famille et soudain, en pleine nuit, l'immeuble s'enflamme et l'horreur s'abat sur les habitants endormis de cet immeuble. Que s'est-il donc passé? Essia Boulares habite dans cet immeuble. Son voisin de palier est un pompier aguerri. Essia le déteste cordialement. D'ailleurs, Essia déteste cordialement toute personne, homme ou femme. Essia, c'est la haine pour tous. Au cours d'une nuit ordinaire, Essia trouve intelligent de mettre de la musique à des niveaux sonores inacceptables. Il est 00h30 et notre pompier, contrairement à Essia la haine, travaille lui. Et il va donc sonner chez sa voisine pour lui demander de baisser le son de sa musique. Il est accueilli par une furie qui le menace de tous les feux de l'enfer. Il rentre chez lui, la furie hausse encore le son de sa musique infernale, la police arrive finalement et semble calmer le jeu. Mais Essia la haine a de la suite haineuse dans ses idées haineuses. Elle attend que la police soit partie, allume un feu contre la porte du pompier au moyen de journaux et de cartons et s'en va tranquillement se promener dans Paris. Résultat des courses, un immeuble en feu, 10 morts à déplorer, sans compter les blessés. Essia le déclare publiquement, elle voulait simplement embêter son voisin. Mortel embêtement. Ce fait divers dramatique démontre à lui tout seul le délabrement mental, intellectuel, moral d'une partie croissante de la population qui baigne dans une société sans repères et est donc totalement déboussolée. Plus de repères, plus de direction, plus de raisonnement, plus rien. Mettre le feu à un immeuble pour embêter son voisin n'est qu'un acte ordinaire parmi d'autres. Dans de telles conditions, l'explosion inouïe de l'insécurité générale dans nos villes et dans nos campagnes trouve une explication tout à fait simple. Puisqu'il n'y a plus aucune limite, tout est possible et tout est permis. Cela sous les applaudissements d'une justice en déroute. Pour redresser notre malheureux pays qui part à la dérive sous les assauts de pseudo-élites totalement hors sol et destructrices de tout, il faudra à l'évidence entreprendre une œuvre de redressement sur à peu près tous les piliers sur lesquels doit s'appuyer toute société qui se respecte. Travail ingrat, travail de longue haleine, travail risqué, mais quel plus grand bonheur que de se dire qu'un jour ce travail aura porté de beaux fruits. Je vous souhaite une très bonne soirée. Comme nous ne cessons de le dire sur TV Liberté depuis des années, et comme vous le savez tous, l'Allemagne fait la pluie et le beau temps au sein de l'Europe occidentale. J'aurais tendance à dire qu'elle fait plutôt la pluie et le mauvais temps au sein de l'Europe occidentale sous l'impulsion dramatique de la chancelière Merkel, l'ange diabolique, pendant tout le début du siècle, et sous l'impulsion non moins dramatique de Madame la Hyène, depuis quelques années, qui s'est arrogé à peu près tous les pouvoirs au sein de l'Union européenne pour mettre en œuvre sa politique mondialiste, signant la mort des nations européennes, pour son plus grand profit personnel peut-être. De Merkel à la Hyène, une obsession affichée. Transformer la nation allemande en une communauté multiculturelle ouverte sur le monde et imposant son modèle à l'Europe tout entière. De Merkel à la Hyène, un moyen simplissime pour réaliser cette obsession, ouvrir de façon inconditionnelle l'Allemagne à toutes les immigrations possibles et imaginables, transformant l'Allemagne en un pays d'immigration qui, par le bienfait de l'espace Schengen, transformera progressivement tous les pays de l'Union en pays d'immigration, avec comme bouquet final, et dans des délais qui ne sont pas très éloignés, l'émergence d'une Union européenne constituée majoritairement de populations immigrées. Toute la politique allemande en matière de population se résume aussi simplement que cela. Cela dit, cette population immigrée qui envahit l'Allemagne
doit évidemment être promue, chouchoutée, caressée dans le sens du poil, afin qu'elle puisse s'imposer par son prosélytisme. Toute la politique allemande doit aller dans ce sens. À cet égard, une loi de janvier 2005, votée dans le Land de Berlin, interdisait dans les établissements scolaires le port halal de symboles religieux, à savoir les croix chrétiennes, les kippas et le voile islamique. Aïe aïe aïe, mais cette loi de 2005 est terriblement islamophobe, puisqu'elle interdit le port du voile islamique. Une commission d'experts s'est réunie pour examiner ce sujet si préoccupant. Et cette commission d'experts a rendu ses conclusions. La loi de 2005 est un exemple de racisme anti-musulman. Bien entendu, pour la commission d'experts, l'interdiction de porter une kippa ou une croix chrétienne n'a aucun rapport avec un racisme antisémite ou antichrétien. Non, quand même, faut pas pousser tonton dans les ajoncs. Non, pour la commission d'experts, le seul racisme de la loi de 2005 est un racisme anti-musulman. Et donc, tout naturellement, la Cour constitutionnelle fédérale allemande vient de considérer par un arrêt du 17 janvier 2023 que l'interdiction du port du voile islamique était inconstitutionnelle. Elle donne donc raison aux plus grands dirigeants du monde musulman qui ne cessent de dire que la liberté du port du voile islamique ne se discute pas et que cette liberté permet d'islamiser l'Occident à vive allure. À l'évidence, la tristounette Allemagne est devenue pour le monde islamique une plateforme extraordinaire pour l'islamisation de tout l'Occident. Pour ne plus subir les coups de boutoir de ce pays dangereux, vivement que la France retrouve sa souveraineté. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ce soir, chers amis téléspectateurs, j'ai pris la décision de m'auto-promouvoir, ce qui devient chez moi une habitude puisque je suis votre chroniqueur préféré autoproclamé. Voici ce dont il s'agit. Comme je vous l'ai indiqué à plusieurs reprises, l'association que j'ai l'honneur de présider, à savoir Stop au porno, mène depuis des années un combat sur tous les fronts pour lutter contre ce tsunami ravageur qui touche la population dans son ensemble, mais tout particulièrement la jeunesse. Celle-ci, par tous les moyens techniques mis à sa disposition, peut se repaître autant qu'elle le souhaite dans les turpitudes pornographiques, mettant à mal son esprit, son âme et son corps. Nous savons tous, hélas, que l'ordinateur et le téléphone portable sont les moyens privilégiés des jeunes pour s'adonner à la pornographie la plus glauque. Stop au porno a enclenché un combat titanesque contre les pornocrates et autres pornophiles en les attaquant en justice, en harcelant la classe politique pour qu'elle se saisisse du sujet, en multipliant les interventions médiatiques pour que les Français puissent pleinement comprendre ce fléau. À cet égard, nous avions saisi en son temps le président de la République pour le mettre en face de ses responsabilités. À notre grand étonnement, quelques jours plus tard, celui-ci, dans un discours à l'UNESCO, indiquait que, croix de bois, croix de fer, il allait protéger la jeunesse de la pornographie. Quelques mois plus tard, après que nous ayons contacté des députés pour les mettre au courant de l'ampleur du désastre pornographique, les sujets étaient exposés dans des questions au gouvernement et un ministre indiquait, croix de bois, croix de fer, qu'il fallait lutter contre ce fléau pour protéger la jeunesse. Quelques mois plus tard, un texte de loi était voté à l'Assemblée nationale pour que les sites pornographiques soient contraints de mettre en œuvre des filtres permettant de limiter considérablement l'accès des mineurs aux sites en question. Et tout récemment, un ministre vient d'annoncer que de tels filtres devaient être mis en place avant la fin de l'année. C'est ce que Stop au porno demandait de façon combative depuis des années. Nous pouvons donc considérer que l'annonce récente faite par le ministre est une victoire aussi inattendue qu'exceptionnelle, car très honnêtement, je ne m'y attendais pas. Cette anecdote d'autopromotion de votre chroniqueur préféré autoproclamé démontre de façon éclatante que les combats doivent être menés, même si l'on peut estimer au départ qu'ils n'ont aucune chance d'être gagnés.
J'en parlais récemment au téléphone à tante Gertrude, qui a eu une formulation remarquable comme d'habitude. « Mon petit gars », qu'elle a dit, « dis-toi bien une chose et que ça rentre une bonne fois pour toutes dans la petite caboche de chroniqueur de TV Liberté que tu es. Le seul combat perdu, c'est celui que l'on n'a pas enclenché. » Et elle a raccroché sans me dire au revoir. Oh, celle-là! Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous l'avais dit, je vous l'avais prédit, la superbe, la merveilleuse, l'exceptionnelle cathédrale de Paris, répondant du nom de Notre-Dame de Paris, n'était pas sortie de l'auberge en termes de reconstruction. Vous allez me dire, ça y est, pour la merveilleuse flèche, œuvre de Viollet-le-Duc, qui s'est écroulée dans les flammes sous les yeux effarés de tous ceux qui regardaient l'incendie au moyen de leur télévision, eh bien, cette merveilleuse flèche va être reconstruite à l'identique. C'est effectivement une belle victoire, puisque nous savons que les délires pervers de la maman au Macronor, la trop fameuse tante Bricheton, avaient proposé dans ses rêves les plus fous que la flèche soit remplacée par un sexe géant décoré par 2 boules en or. Décidément, celle-là, elle devrait consulter une armée de psychologues, de psychiatres ou de psychanalystes, mais je crains que ce ne soit même pas suffisant. Donc, du côté de la flèche, la merveilleuse cathédrale retrouvera sa beauté naturelle. En revanche, et comme je le craignais en ce qui concerne l'intérieur de la cathédrale, ça commence à sentir très fort le pâté de rat à la sauce Hidalgo. C'est-à-dire que cela commence à dégager une très mauvaise odeur. En effet, le nouvel archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich, vient d'expliquer que l'art contemporain allait s'inviter à l'intérieur de l'édifice sublime. Le langage abracadabrantesque déployé récemment par lui-même et par les artistes entre guillemets retenus pour le futur massacre signe la chronique d'un désastre annoncé. Soyons clairs et nets, cela signifie que seront installés des tableaux immondes ne représentant rien en remplacement des peintures sublimes d'époque. Cela signifie que sera installé un mobilier mochissime en remplacement du mobilier qui avait cours avant l'incendie. Cela signifie que seront posés un peu partout des éclairages copiés sur Disneyland en remplacement du bel éclairage d'antan. Cela signifie que les hôtels et chapelles latérales deviendront des lieux de vie dignes des McDo ou autres King Burger, et ainsi de suite. Ce que l'archevêque sait pertinemment, c'est que l'art contemporain qu'il veut introduire est à l'art ce que le fricassé de méduse est à la grande cuisine. Et ce qu'il veut évidemment, c'est moderniser un édifice sublime en le mochisant autant que faire se peut dans le but de faire peuple. Car il est bien connu que le peuple ne peut s'épanouir que dans le moche. Comment, descendants, pourraient-ils goûter à ce qui est beau? Au lieu de travailler pour la plus grande gloire de Dieu en rendant par l'intérieur de Notre-Dame de Paris, l'hommage le plus beau, le plus féerique, le plus exceptionnel aux puissances du ciel, le nouvel archevêque fera sûrement de cet intérieur un lieu banal, vulgaire, décroché d'un passé qu'il déteste probablement. Tout cela pour la plus grande gloire des déconstructeurs qui se frottent déjà les mains de cette transformation qu'ils n'auraient jamais osé imaginer. Cela dit, peut-être est-il encore temps d'arrêter l'archevêque, sa commission et ses artistes fous dans leur folie déconstructiviste. Puisse le ciel nous venir en aide. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ce beau pays qu'est la Suède commence à m'épater. Non, ne me prêtez pas de vilaines pensées, je ne suis pas obsédé par les ravissantes Suédoises qui peuplent ce beau petit pays. Non, plus prosaïquement, je suis épaté par la nouvelle politique suédoise en matière d'immigration.
Au fait, pourquoi fallait-il en Suède une nouvelle politique en matière d'immigration ? Parce que l'ouverture des frontières de la Suède à toute immigration contrôlée, mais surtout incontrôlée, depuis déjà de nombreuses années, s'est traduite par une catastrophe que tout observateur attentif avait prévue dès le départ. La population immigrée a pris une importance considérable, cette population étant aux 2/3 musulmane, et le résultat ne s'est pas fait attendre. Depuis plusieurs années, la Suède, si calme et si pacifique, a connu une explosion de la criminalité, des viols, des cambriolages, des trafics en tout genre, et j'en passe. La population de souche, au départ résolument immigrationniste, a commencé à prendre conscience du problème, puis s'est mise à protester, puis s'est mise à réagir, et a fini par élire en septembre 2022 une coalition de droite bien décidée à mettre un frein à la folie migratoire qui était en train de détruire son pays. Car n'oublions pas que ce petit pays d'une dizaine de millions d'habitants peut être facilement submergé très facilement par une immigration incontrôlée prenant peu à peu les rênes du pouvoir. Les conservateurs viennent donc de prendre toute une série de mesures mettant un frein considérable à l'invasion migratoire. Dans le désordre, le quota de réfugiés acceptés chaque année sera limité à 900 personnes contre 6 400 auparavant. Les contrôles aux frontières vont être considérablement renforcés. Les sans-papiers seront fichés et surveillés de près. D'autres mesures complètent ce dispositif, évidemment. Ce qui est très intéressant dans cette affaire suédoise, c'est que l'argument selon lequel un pays de l'Union ne peut rien faire sans l'aval de Bruxelles est un argument totalement faux. Les européistes bruxellois sont immigrationnistes à 400%. La Suède vient de leur faire un pied de nez magistral. Contrairement à ce que disent nos pseudo-gouvernants, la folie immigrationniste de nos pseudo-élites est parfaitement planifiée par les fous qui nous dirigent et qui ne subiront jamais les conséquences de leur folie, puisqu'à la moindre étincelle pouvant les mettre en danger, ils se précipiteront dans des avions préparés à cet effet et quitteront le territoire national sans le moindre état d'âme et aux frais du contribuable en plus. Il nous reste donc une solution très simple. Imiter la Suède en élisant un président souverainiste qui soit réellement souverainiste et un parlement souverainiste qui soit réellement souverainiste. Alors, tout peut être sauvé. Je vous souhaite une très bonne soirée.